pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers abonnés, eh bien c'est la revue de presse numéro 579 du 3 septembre 2025. Alors écoutez, hier j'ai vraiment eu des problèmes pour mettre la revue de presse en ligne. J'en suis vraiment désolé. Je sais pas, je trouve ça très très étrange. Bon. Alors, un conseil, abonnez-vous à mes autres chaînes. J'ai 2 autres chaînes. Abonnez-vous à ces chaînes parce que on ne sait jamais. D'autre part, écoutez, oui, vous avez peut-être pu le voir déjà sur cette chaîne, nous avons fait un numéro spécial de la revue de presse de la presse russe pour le grand défilé de Pékin. Grand défilé de Pékin, car aujourd'hui, pour les Chinois, c'est l'anniversaire de l'armistice de 1945 avec le Japon. Bon, les Chinois ont eu des millions et des millions de morts, car les Japonais ont commencé leur guerre, non pas en 1942, mais en 1937, voyez-vous. Ils ont affamé la population chinoise, et il y a eu des millions et des millions de morts. Donc, ils fêtent aujourd'hui, cet armistice. Bien, eh bien, écoutez, mes chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 579 du 3 septembre 2025. À très bientôt, au revoir. Un moment solennel pour commémorer l'histoire et défendre la justice. Un grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Un événement patriotique promouvant la dignité nationale. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours soulignant la vision correcte de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire nous enseigne que l'humanité connaît des hauts et des bas collectifs. Ce n'est que lorsque tous les pays et toutes les nations se traitent sur un pied d'égalité, coexistent en paix et se soutiennent mutuellement, que nous pouvons garantir la sécurité commune, éradiquer les causes profondes de la guerre et empêcher que les tragédies historiques ne se reproduisent. Le président chinois passe en revue les formations alignées le long de l'avenue Chang'an. Une troupe modernisée qui avance avec force. Au total, 45 formations et échelons sont impliqués. Menés par les drapeaux du Parti communiste chinois, de la nation et de l'armée. Les formations de troupes portent les drapeaux des différentes forces armées, ainsi que celui de la police armée populaire.
s'agit du nouveau système de services et d'armes de l'armée populaire de libération. La formation des drapeaux de combat porte les noms d'unités héroïques issues de champs de bataille sanglants, rappelant les moments décisifs qui ont renversé le cours de la guerre. Le défilé est organisé selon un système de commandement global. Une série d'armements de nouvelle génération ont fait leur apparition publique, tels que des chars et des avions de 4e génération, des équipements sans pilote et anti-drones, ainsi que des missiles hypersoniques. Tous les armements sont de fabrication nationale et en service actif. Il s'agit d'une démonstration de la capacité de la Chine à protéger sa souveraineté nationale. Depuis 1931, la Chine a été la première à lutter contre l'agression fasciste et à mener la résistance la plus longue. Se souvenir de l'histoire pour chérir la paix. Ce que nous faisons là, c'est de décrire le monde dans lequel, face à laquelle l'Europe va se trouver confrontée, c'est-à-dire d'un côté 3 milliards de consommateurs et un nombre d'ingénieurs absolument incroyable. Alors je rappelle quand même que l'Inde est le partenaire de la Russie et c'était le partenaire de l'Union soviétique, il y a plus que de la Chine, hein, c'est évident. L'Inde s'est toujours fournie en armement auprès de l'Union soviétique, puis de la Russie de Poutine, achetant le complément en Occident. On a réussi à vendre quelques rafales. Quand j'étais en Inde, j'ai assisté à un débat télévisé qu'on n'aurait jamais en Europe, où Narendra Modi se demandait pourquoi, après avoir envoyé une fusée quasiment sur la Lune, l'Inde n'arrivait pas à se doter d'une armée de l'air digne de ce nom. D'ailleurs, on l'a vu qu'elle a été surpassée par le Pakistan quelques mois plus tard dans l'affrontement qui a duré 3 jours. Équipée par la Chine, en effet. Ouais. C'est le Pakistan qui l'a quand même emporté avec du matériel chinois de la 5e génération. Et Narendra Modi se demandait pourquoi l'Inde n'était pas capable de fabriquer aussi des chasseurs de la 5e génération. On peut dire que maintenant, le débat est un peu dépassé, puisque les Chinois, eux, maintenant, s'orientent plutôt vers des drones et des essaims de drones supersoniques, hein, pour certains d'entre eux. Mais clairement, là, maintenant que Trump vient de mettre une baffe de 50% aux produits indiens, ils vont pas commander de F-35, ils vont peut-être commander d'autres Rafales, sauf que la Chine propose quelque chose en plus, c'est que les avions de la nouvelle génération chinoise sont quasi-drones et qui contrôlent d'autres drones. Et ça, en Europe, pour l'instant, on ne sait pas faire, et je dirais que les Américains, ils l'ont peut-être. Pour l'instant, ça ne se sait pas, mais en tout cas, la Chine, aujourd'hui, est capable de proposer à l'Inde exactement ce que M. Modi souhaitait, hein, et je dis, c'était un débat public. Il voulait du matériel haut de gamme. Alors, il peut en acheter peut-être à la Russie, mais je dirais que l'offre chinoise, aujourd'hui, elle est peut-être encore plus avancée. Donc là, on a Vladimir Poutine, Narendra Modi, Erdogan, le président iranien. Enfin voilà, il y a de grandes rencontres où, c'est intéressant, on entend le président chinois, dans son discours, dire « Nous devons élargir le champ de la coopération, tirer le meilleur des forces propres à chaque pays et endosser ensemble la responsabilité de la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région. » Xi Jinping va un peu plus loin, il dit « Il faut s'opposer à la mentalité de guerre froide. Il faut un monde multipolaire, fondé sur l'égalité
et l'ordre. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo, vous. Oui, voilà, vous la voyez. Alors, ça, c'est ambiance première salle. Hein. Ambiance BRICS, coopération de Shanghai. Bon. Alors, de l'autre côté, on n'est pas tout à fait sur la même ambiance. On a notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que vous connaissez par cœur. Alors, d'abord, dans un entretien au Financial Times, elle dit « L'Europe prépare des plans précis pour l'Ukraine, à savoir l'envoi potentiel de dizaines de milliers de soldats sous commandement européen. » Bon, elle précise, c'est gentil de le préciser, qu'un tel plan nécessite une décision politique qui soit prise par chaque pays. Elle se rappelle quand même qu'il y a encore des pays. L'envoi de troupes est l'une des décisions les plus importantes à prendre pour un État souverain. Bon. Ensuite, le 29 août, donc vendredi dernier, elle se met en scène en multipliant des déplacements et en endossant des compétences qu'elle n'a pas, c'est-à-dire celles de l'armement, de l'armée. Et donc là, elle est partie en Lettonie, en Finlande, en Estonie. Vous allez voir d'autres images, voilà, autre ambiance. Hein. Pologne, Lituanie, Roumanie, Bulgarie. Et là, au programme, inspection des frontières et visite des usines d'armement. Voilà. Vous voyez bien qu'on n'est pas tout à fait dans l'ambiance du discours de Xi Jinping. Alors, ce qui est intéressant également pour nous en France, c'est que lundi dernier, donc vous voyez qu'on commence à s'approcher de notre jour d'émission, eh bien, le premier ordre du jour du nouveau chef d'état-major, vous savez qu'il a été remplacé, donc c'est le général Mandon, Fabien Mandon, qui, eh bien, dans son premier ordre du jour, avait une tonalité très guerrière. La guerre gronde sur notre continent. Je vais citer un extrait. Pour gagner les guerres futures, il faudra en avoir pleinement tiré les conséquences et repris un temps d'avance. Je souhaite de l'initiative, de la prise de risque. L'immobilisme ou le relativisme ne seront pas acceptés. La perspective de combat contre des adversaires plus massifs est là. La guerre gronde sur notre continent. Voilà. Nous devons être prêts à gagner la guerre si la France avait besoin d'user de la force. Face à l'incertitude et aux surprises, je veux que notre armée développe encore sa réactivité et son agilité. Il faut peser davantage et durer. Les Français comptent sur nous. Je sais de mon côté pouvoir compter sur vous. Voilà. Ça, c'est la première note du chef d'état-major, donc qui date de lundi dernier. Donc on voit bien, comme je vous le disais, deux salles, deux ambiances, la guerre gronde, ou on est là pour privilégier la paix. Xi Jinping. Mais bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Vincent, la Chine célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la victoire sur le Japon en 1945 avec un grandiose défilé militaire. 25 chefs d'État étrangers ont été conviés. Et le clou du spectacle, c'est la présence de Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, aux côtés de Xi Jinping et Vladimir Poutine. Oui, c'était une vraie curiosité, on peut même dire c'est un moment historique, parce que comme son père et son grand-père, le tyran nord-coréen sort rarement de sa tanière, il règne sur un royaume ermite coupé du monde. De temps en temps, les Nord-Coréens voient passer son train blindé qui rappelle ceux des chefs nazis ou soviétiques, avec les drapeaux qui flottent à l'avant, l'artillerie à l'arrière, le cristal et l'acajou à l'intérieur. Un convoi qui roule à petite vapeur vu son poids et qui fait partie de la mythologie nationale. C'est quand même son 10e voyage au-delà des frontières. Le grand leader est allé en Chine, chez le voisin, le mentor, en Russie aussi, l'autre allié stratégique. C'était il y a 2 ans pour sceller un accord de partenariat stratégique, la fourniture d'obus et de fantassins pour faire la guerre à l'Ukraine. Et grâce à Donald Trump qui voulait à tout prix en finir avec le chantage nucléaire et réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué, Rocketman s'est aventuré jusqu'à Singapour et ensuite au Vietnam, et c'était une impasse diplomatique, on le sait, car il n'a jamais envisagé d'abandonner son arsenal nucléaire, c'est son assurance vie. Donc le Nord-Coréen connaît déjà Pékin. Oui, il n'était pas dépaysé ce matin, il connaît mieux que personne les défilés au pas de loi, c'est la spécialité du régime qui adore les chorégraphies militaires, c'est même la principale distraction offerte à la population nord-coréenne réduite en esclavage. La grande nouveauté, c'est qu'il a participé pour la toute première fois à une réunion multilatérale. Il a rencontré d'autres dictateurs, le président iranien qui court après la bombe, le biélorusse Loukachenko qui héberge une partie de l'arsenal russe, le cubain, l'azerbaïdjanais, etc., etc. Ça fait déjà 14 ans qu'il règne comme un dieu vivant, et ce matin, il a fait ses débuts dans le monde. Il n'est plus un paria, il est à Pékin comme au bal des débutantes, avec Xi Jinping et Vladimir Poutine pour le parrainer. Est-ce que ça veut dire qu'il compte jouer un rôle international ? Regardez le défilé, cette armée, c'est l'anti-OTAN. Regardez la tribune avec Xi en col Mao qui se tient au centre avec Poutine à sa droite et Kim à sa gauche, c'est l'anti-Occident. Les trois réunis prétendent faire la promotion de la paix, de la
stabilité régionale, de la sauvegarde de la justice internationale. C'est le discours officiel Défense de rire. Et lundi, avec le sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai, la Chine s'était présentée comme le point d'équilibre du monde multipolaire et la présence du Premier ministre indien a donné d'ailleurs du poids à la démonstration. Aujourd'hui, l'étalage de sa force armée et la triple alliance Chine, Russie, Corée du Nord est un autre défi pour les démocrates. Alors, pour mesurer combien le monde a changé, il faut se souvenir que quand Donald Trump a tenté de dialoguer avec Kim, la Corée du Nord était isolée et même la Chine et même la Russie appliquaient les sanctions internationales. Aujourd'hui, l'Américain annonce un nouveau rendez-vous avant la fin de l'année et il y a fort à parier que Kim est venu le préparer avec ses deux amis. La Corée du Nord n'est plus un État voyou, la guerre en Ukraine a tout changé et à Pékin, c'est l'Occident ce matin qui semblait isolé. Écoutez, sur le fond, qui pourrait regretter que tout d'un coup, la France cherche à remettre à niveau un outil militaire qui a été dégradé pendant des décennies par les gouvernements successifs qui se sont remplacés les uns après les autres. Tout ça, ça avait commencé, je vous rappelle, les fameux dividendes de la paix de Fabius quand il était Premier ministre. Voilà, alors après ça, c'est beaucoup de discours et beaucoup de, je dirais, de communication. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a en réalité? J'invite les auditeurs de Tocsin à regarder la remarquable vidéo tournée il y a peu par un ami, le général d'armée Jean-Marie Faugère, qui est l'ancien inspecteur général des armées, invité par Alain Juillet. C'est une description de l'état de l'armée française aujourd'hui et de ses capacités. Donc, je crois que tous ces tambours de guerre qui résonnent relèvent plus de la communication, sont plus si vous voulez, on montre des muscles en papier davantage que la réalité. Alors, ceci dit, moi, c'est le plus grave, si vous voulez, dans toutes ces déclarations, c'est que où on le dit nommément, et c'est le cas du président de la République Emmanuel Macron, c'est le cas de certains de ses conseillers, de ses ministres, c'est le cas aussi, c'était le cas du précédent chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, qui est un vieux camarade que je connais bien par ailleurs. Alors, mais attendez, parce que là, on va peut-être s'arrêter 2 secondes là-dessus. Moi, ça m'intéresse. C'est intéressant. Justement, lui était un peu plus mesuré. Est-ce parce qu'il était un peu trop mesuré qu'il a été gentiment remplacé et que le premier jour, le premier ordre du jour du nouveau chef d'état-major est celui de dire la guerre est à nos portes? Enfin, plus ou moins. Oui, non, je pense qu'il y a une erreur qui est faite, c'est que le général Burkhardt était en fait, de potentiel, si vous voulez. Donc, il aurait pu être maintenu par le président de la République, il ne l'a pas été, mais il n'a pas été limogé. J'ai vu ça écrit plusieurs fois, il n'a pas été limogé. Il est parti au terme de 4 ans de fonction, je crois aussi bien fatigué, parce que c'est une fonction bien fatigante, et dans laquelle il a montré sa totale soumission à la politique déclarée par le président de la République aujourd'hui. Je crois que c'est indiscutable. Alors, son remplaçant, son successeur, comme on veut, le général Mandon est un général aviateur qui est un macroniste distingué, qui était chef d'état-major particulier du président Macron ces dernières années, et qui est un atlantiste convaincu. Alors, quand je dis atlantiste, il faut maintenant corriger, je dirais euro-atlantiste. Eh oui. Parce que alors, les choses évoluent, alors on a du mal à suivre ce qui se passe vraiment aux États-Unis. Je vois à propos du congrès de l'OCS les réactions de Donald Trump, non exemptes d'ironie, mais d'ironie mordante, à l'égard de ces chefs d'État qui complotent contre les États-Unis d'Amérique, à Tianjin. Mais ceci dit, on verra ce qu'il en est exactement. C'est très difficile à dire aujourd'hui. Mais côté européen, c'est vrai que face à cette folle de guerre qu'est Ursula von der Leyen et ces fous de guerre que sont Macron, Starmer et Merz en particulier, on a une ambiance guerrière. Mais je pense que c'est une volonté de faire monter la peur dans les opinions publiques occidentales pour mieux les contrôler finalement, pour mieux les dominer et les contrôler. Le Japon a annoncé sa capitulation le 15 août 1945.
Peu après-midi, l'empereur Hirohito a déclaré que le Japon acceptait les termes de la déclaration de Potsdam et se rendait sans condition. Le message a été diffusé à la radio dans tout le pays. Cependant, sans signature officielle des termes de la capitulation, celle-ci n'avait aucune valeur juridique. C'est pourquoi le 2 septembre, des représentants du Japon, de la Chine et de 8 autres puissances alliées se sont réunis sur le pont de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo. Ils ont signé l'acte officiel de capitulation du Japon. La cérémonie a duré plus de 20 minutes et a été diffusée dans le monde entier. Le lendemain, 3 septembre, l'armée japonaise en Chine capitula officiellement devant le gouvernement chinois. La nation entière se réjouit. Des célébrations éclatèrent dans toute la Chine. Cela marqua la première victoire totale contre une invasion étrangère dans l'histoire moderne de la Chine. C'est pourquoi le 3 septembre fut choisi comme jour officiel de la victoire en Chine. En 2014, la plus haute instance législative chinoise a ratifié le 3 septembre comme jour de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Le fait de consacrer cette date comme jour commémoré à l'échelle nationale permettra au peuple de réfléchir aux leçons de la guerre, de commémorer les sacrifices héroïques et de démontrer la forte volonté de la Chine de préserver la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et la paix mondiale. L'État profond mondialiste, c'est-à-dire dont l'assise politique, la dernière assise politique reste l'Union européenne, ne peut pas accepter une résolution du conflit en Ukraine aux conditions russes. Parce que les conditions russes, c'est s'intéresser, régler les causes profondes du conflit. Et régler les causes profondes du conflit, in fine, pour l'OTAN, pour l'UE, c'est reconnaître sa responsabilité, c'est faire amende honorable. Et ça, faire amende honorable pour l'OTAN ou pour l'UE, finalement, ça détruit toute la structure de pouvoir sur laquelle il repose. C'est-à-dire, c'est se positionner en tant que gentil et le bon qui vient défendre le méchant. Et donc ça, c'est absolument impossible. C'est l'ordre fondé sur les règles, et c'est ça qui est en train de détruire la Russie, et au-delà de la Russie en Ukraine, mais au-delà de la Russie, c'est ce que sont en train de détruire les BRICS, c'est ce qui est en train de détruire l'OCS. C'est une attaque qui est coordonnée vis-à-vis de finalement ce qui est un point essentiel du monde unipolaire, qui est coordonné diplomatiquement, donc je l'ai dit, par les BRICS, par l'OCS, économiquement de la même manière par les échanges aujourd'hui, le développement du multilatéralisme qui est en train de se faire de la même manière entre les pays des BRICS, entre les pays de l'OCS, etc. Financièrement, de la même manière, vous avez les outils qui sont aux mains des Occidentaux, qui sont en train d'être concurrencés par les Russes et par les Chinois, qui sont en train de créer leurs propres outils pour les concurrencer. Et aujourd'hui, ça va même au-delà, parce qu'aujourd'hui, on est le 3 septembre, et c'est le jour de la victoire chinois, où se rend Vladimir Poutine. Et c'est donc de la même manière qu'on concurrence économiquement, diplomatiquement, financièrement, on concurrence la domination du monde unipolaire aussi historiquement. C'est-à-dire qu'on a un retour à la vérité historique par rapport au narratif américain, qui a été prédominant depuis aujourd'hui 70 ans, depuis l'après-guerre, et qui est essentiel comme instrument de domination du monde unipolaire. C'est-à-dire que de la même manière, ce que je disais tout à l'heure, les États-Unis, en se plaçant en tant que sauveurs et vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ont pu faire passer beaucoup de choses qui autrement auraient été inacceptables. Et quand vous avez Xi Jinping qui s'est rendu le 9 mai au jour de la victoire en Russie, et aujourd'hui Vladimir Poutine qui de manière miroir se rend en Chine, qui fait les mêmes reproches à l'Occident historiquement, qui reproche à l'Occident de ne pas reconnaître le coût humain notamment que ça a coûté à la Chine, que la Seconde Guerre mondiale a coûté à la Chine. Et je vous rappelle toutes les horreurs qui s'est passé entre la Chine et le Japon impérial, l'unité 731, le massacre de Nanjing. Ce sont des choses absolument horribles qui, par ailleurs, et c'est là non plus pas négligeable, ont aussi été récupérés d'une certaine manière par les Américains. De la même manière qu'on a eu l'opération Paperclip, où on a récupéré, c'est-à-dire qu'on a dit les méchants nazis, mais on a quand même récupéré les scientifiques nazis pour exploiter ce qu'ils avaient fait. On a fait pareil avec l'unité 731, où on a récupéré les expériences scientifiques, entre guillemets scientifiques, c'est-à-dire les horreurs qui avaient été commises, ont été récupérées par les Américains pour pouvoir exploiter tout ça. Elle suit Kim Jong-un comme son ombre. Derrière lui, à sa descente du train à Pékin, sa fille, Kim Joo-hae. Elle a 12 ou 13 ans
et maîtrise déjà les codes du protocole, toujours bien droite aux côtés de son père. Depuis quelques mois, elle est omniprésente dans la propagande nord-coréenne. Au premier rang, devant un défilé militaire ou l'inauguration d'un parc d'attractions. Au centre des clichés officiels, elle éclipse même sa mère, la première dame. Depuis ses premiers pas hésitants devant les objectifs il y a 3 ans, elle a gagné en assurance, appris à applaudir avec élégance. Son père la pousse au premier plan, comme s'il préparait cette héritière à lui succéder. Selon le renseignement sud-coréen, Kim Jong-un aurait pourtant un autre fils, plus âgé. Le fils n'est jamais apparu en public. Nous pensons que la mise en avant de Kim Joo-hae vise à souligner l'importance d'une nouvelle transmission héréditaire du pouvoir. Jusqu'ici appelée fille adorée dans le langage officiel, Joo-hae est désormais désignée comme fille respectée, un qualificatif réservé aux dirigeants du régime. Pour l'heure, aucune annonce officielle n'a été faite sur le plan de succession de Kim Jong-un. Chez ce dictateur qui a fait tuer son oncle et son demi-frère, cette mise en scène de l'amour filial est peut-être tout simplement destinée à rassurer son peuple. Un père de famille qui s'occupe bien de sa famille, qui la protège et qui est la vraie famille de Kim Jong-un, eh bien c'est la Corée du Nord tout entière. Kim Jong-un n'a que 41 ans, mais des rumeurs évoquent des problèmes cardiovasculaires comme son père et son grand-père. Dans la lignée de la dynastie Kim, l'arrivée d'une femme au pouvoir serait un changement majeur. Je ne pense pas l'Inde, de tous les pays, avec leurs experts, mesure pleinement ce qui s'est passé au cours des 2 derniers jours. Je crois que M. Modi, lui, l'a compris. Et s'il l'a compris, alors il regrettera de ne pas être au défilé militaire de Pékin mercredi. Mais pour répondre directement à votre question, je pense que nous assistons à l'ascension de l'Inde. Les Indiens eux-mêmes exultent face à ce qu'ils considèrent comme l'humiliation du Pakistan sur l'un des points de la déclaration commune adoptée par l'OCS à sa clôture. Ce point étant la condamnation du terrorisme transfrontalier et de l'attaque contre l'Inde. Eh bien, nous savons d'où vient le transfrontalier. Il vient du Pakistan. Ainsi, les Indiens célèbrent cela. Pouvez-vous imaginer l'OCS vient de remettre le Pakistan à sa place? C'est exagéré. Rappelons que le Pakistan est un protégé de la Chine, et cette tape sur les doigts n'aurait pas pu avoir lieu sans l'approbation de Xi. De plus, la situation globale est bien plus complexe que ce que voudraient nous faire croire certains journalistes indiens. Après tout, le Pakistan est un proche soutien de l'Iran et constitue un pays de transit important pour le corridor nord-sud, que l'Inde désire ardemment, car il lui donnerait accès à toute l'Asie centrale. Ce qui, dans les conditions actuelles où tout le monde cherche de nouveaux marchés, est d'autant plus crucial pour l'avenir économique de l'Inde. Ça permettait pour Vladimir Poutine et pour Xi Jinping de faire une véritable démonstration de force, notamment vis-à-vis des Américains, notamment vis-à-vis des Européens, en montrant qu'il existait, au-delà des BRICS, et même en composante des BRICS, quelque part, une organisation solide, des liens solides qui sont en train de se mettre en place pour les pays du Sud global, en fait. Si vous voulez, c'est pas à proprement parler le Sud global qui parle, parce qu'il n'y a pas le Brésil, il y a un certain nombre... Voilà, on reste sur une configuration Russie-Asie, en fait, mais il s'agissait symboliquement de montrer beaucoup de choses, et il y a eu des photos absolument incroyables où on a vu Xi Jinping, Narendra Modi, Vladimir Poutine se féliciter, rigoler, il faut bien le dire les choses, ensemble. On se demande bien de quoi ils pouvaient rire, mais ça donnait l'idée d'abord que la Russie n'est absolument pas isolée, parce que la photo finale de l'ensemble des participants avec Vladimir Poutine au centre, c'est quand même symbolique par rapport à ce qu'on entendait faire de la Russie, notamment l'Occident, les États-Unis, l'Europe au début de la guerre en Ukraine. L'idée était d'isoler la Russie au maximum, de la mettre à genoux, comme l'avait dit un de nos ministres de l'économie à l'époque. En réalité, quand vous voyez une photo comme ça, vous avez Vladimir Poutine qui est courtisé par tout le monde pendant ce sommet, alors que c'est censé être quelqu'un qui est recherché, qui devrait être arrêté parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui émis par le tribunal pénal international. Donc, en réalité, il est à la fois courtisé
par les Chinois, par les Indiens à qui ils vendent du pétrole, mais également par Trump, parce que autre photo incroyable à l'occasion de ce 25e sommet, parce qu'il y a eu le sommet, les discussions à plusieurs, et puis il y a eu du bilatéral. Et pendant le bilatéral, vous avez une photo où vous voyez Vladimir Poutine se rendre dans une salle de conférence avec Narendra Modi dans la même voiture. On se souvient, le 15 août dernier, le même Vladimir Poutine était dans la même voiture que Donald Trump, cette fois à Anchorage. Donc voilà, là encore une fois, correspondance des images, tout le monde parle, tout le monde dialogue, il se passe des choses, on sent bien quand même que tout ça met en place quand même le fondement peut-être d'un nouvel ordre mondial, en sachant que celui hérité de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui a besoin d'être dépoussiéré, voire renouvelé, et que là, il y a un certain nombre de pays qui prennent leur destin en main ou qui profitent de la situation et qu'on évolue vers un monde multipolaire. On n'est plus du tout dans cette doxa américaine occidentale, on va dire, qui s'étend sur le monde. Les choses ont changé et c'est un petit peu ce qu'a démontré ce sommet au-delà de son importance pour la sphère asiatique. Le corridor Bombay-Saint-Pétersbourg, ça c'est un truc, bon là je montre très rapidement, bien sûr cet axe hein, Bombay-Saint-Pétersbourg, voilà Moscou, Astrakhan, Bakou, d'où les présences américaines dans la zone, Bandar Abbas et Bombay, et on voit complètement la différence de durée, d'autant qu'en plus c'est par le train, ce qui va beaucoup plus vite, donc non seulement c'est plus court, mais en plus c'est plus rapide, donc là quand même quelque chose qui peut contourner Bab el-Mandeb et le canal de Suez et Gibraltar, 3 points de resserrement qui seraient sous contrôle des Russes. Donc c'est comme si les Russes, enfin les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai se mettaient à contrôler Bab el-Mandeb, Suez et Gibraltar, plus les détroits de la mer du Nord. C'est oui, quand même quelque chose de... à l'image, c'est ce qui fonctionne hein, depuis mars 2022. Hein. Ça fonctionne, et ça fonctionne même très bien. La preuve, donc, c'est que les Américains disent qu'à un moment, voilà, il faut que l'Inde cesse d'aider, voilà, voilà, d'aider de façon un petit peu laxiste l'effort de guerre russe. Hein. Et je vais montrer un peu plus. Donc ça, c'est le compte de Sputnik Inde, où bien sûr Sputnik émet sans problème, contrairement aux interdictions de l'Union européenne. Et là, on voit donc 14 jours Moscou-Saint-Pétersbourg, Bombay-Saint-Pétersbourg, 14 jours contre 4 semaines, 3-4 semaines. Voilà, donc c'est ça, 30 à 40% de réduction de temps de cargo, avec en plus des coûts meilleurs. Enfin, c'est assez impressionnant. Dans le cadre de l'OCS, se met en place une infrastructure de transport moderne et compétitive. Les volumes de transport automobile, ferroviaire et multimodal augmentent. La coopération douanière se renforce, la dématérialisation des documents progresse activement. La stratégie énergétique de l'OCS jusqu'en 2030, adoptée l'an dernier, est déjà en cours de mise en œuvre. Aujourd'hui, une feuille de route spécifique en assure le développement, visant une politique énergétique coordonnée et équilibrée sur tout l'espace de l'organisation. Comme l'ont déjà noté plusieurs collègues, les liens s'élargissent dans la science, l'éducation, la santé, l'environnement, le sport et les échanges de jeunesse. L'université de l'OCS, qui regroupe 67 établissements de nos pays, fonctionne avec succès. Des forums réguliers de recteurs sont organisés et le dialogue entre étudiants, doctorants et enseignants s'intensifie. L'Organisation de coopération de Shanghai est plus formalisée. Tout d'abord, il y a une véritable adhésion et un secrétariat qui est situé à Pékin, en Chine. Il y a également des ambassadeurs qui représentent en permanence leur pays auprès de l'organisation. À cet égard, l'Organisation de coopération de Shanghai ressemble davantage à l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Elle s'apparente davantage à l'un de ces groupes formels qui dispose aussi d'une structure institutionnelle et d'une formalisation plus poussée. Sur cette carte, vous voyez les membres. Les pays en vert foncé sont les membres à part entière. Ils sont au nombre de 10. Plus important encore, l'ensemble de l'organisation est construit autour de la Chine et de la Russie.
Cela se reflète également dans le fait que les langues officielles de cette organisation sont le chinois et le russe. Mais ses membres principaux incluent également les pays d'Asie centrale, que sont le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Ensuite, les nouveaux membres qui ont rejoint il y a seulement quelques années sont le Pakistan et l'Inde, tous deux membres à part entière, et récemment aussi l'Iran, qui a intégré l'organisation, ainsi que la Biélorussie ici en Europe. Il s'agit donc d'une véritable organisation transeurasienne. Nous avons quelques pays qui participent en tant qu'observateurs, comme la Mongolie. Nous avons des États qui participent en tant que partenaires de dialogue, qui ne sont ni membres à part entière, ni observateurs, mais qui ont manifesté leur intérêt pour l'organisation. Le plus important, c'est que la Turquie fait partie de ces partenaires de dialogue. Et puis, nous avons aussi l'Arabie saoudite et l'Égypte. C'est une chose de la parade militaire, les soldats, le décorum, marcher en rang droit. C'en est une autre d'exhiber ces grosses armes, ces missiles. C'est comme une autre dimension, à mon humble avis. Oui, alors, gros show, comme tu le disais, a fait rougir d'envie Donald Trump qui avait essayé d'en organiser un à Washington en juin dernier. Ça correspondait à son jour anniversaire, mais aussi au 250e anniversaire de la création de l'armée continentale, qui est l'ancêtre de l'armée moderne américaine. Ça n'avait pas été un retentissant succès. Les moyens étaient autrement plus imposants à Pékin aujourd'hui. Il y a quelques heures, ça s'est terminé avec des dizaines de milliers de personnes qui assistaient. Tout était parfaitement synchronisé. On pourrait penser d'ailleurs que c'est de l'intelligence artificielle tellement il n'y a rien qui dépasse. Xi Jinping qui roule les mécaniques, qui rappelle à tout le monde qu'il ne se laissera jamais intimider, pendant qu'on voit, pour ceux qui sont avec nous, des images justement du drapeau chinois qui était très, très présent pendant ce défilé militaire, cette parade, aux côtés desquels personnages de la hiérarchie chinoise, on retrouvait aussi des invités de marque. Vladimir Poutine, qui participait à un sommet en fin de semaine, mais qui est resté. Kim Jong-un, qui était là aussi, l'homme qui a l'arme nucléaire. Rocketman pour Donald Trump. Et on voyait d'ailleurs sur les images, pour ceux qui sont avec nous à la télé, les missiles qui exhibaient la Chine, y compris ceux qui maintenant sont capables de frapper le territoire américain. Quand je dis parade militaire, tu sais, des soldats, à la limite ceux qui font de la musique, puis tu sais, il y a un côté parade. Moi, je vois, peut-être ma personne, mais comme une autre dimension, quand tu commences à exhiber ton armement, là, tes missiles, tout à fait. Je vois plus un message au monde entier pour dire, regardez bien là. Mais il n'y a absolument aucun doute, Mario. Comme le fait le 9 mai dernier Vladimir Poutine, quand il a organisé son propre défilé militaire auquel participait Xi Jinping et d'autres leaders, c'est une manière de dire, attention, on est autre chose que ce que vous imaginez. Xi Jinping qui a rappelé que l'intimidation, il ne montrait personne du doigt, mais on comprend que c'est de Washington qu'il s'agit, même si ces deux-là se parlent, s'ils ont des relations commerciales. Ce sont les deux plus grands partenaires commerciaux du monde. Et pourtant, il y a une menace latente et il n'y a pas de complexe de la part des Chinois. Ils disent on est prêt à tout. Et regardez la quincaillerie qu'on a déployée. C'est donc pas un hasard. Le prétexte officiel, c'était les 80 ans, la célébration des 80 ans de la victoire sur le Japon, sur les armées japonaises. Mais c'est surtout, je te dirais, l'an zéro de l'affirmation sans complexe de la très grande puissance chinoise. Et ça annonce évidemment quelque chose du programme pour les gens qui sont pas très, très loin de là, à Taïwan, et qui savent que la pression militaire s'exerce parce que ce territoire chinois, reconnu comme tel par l'ensemble de la communauté ou à peu près, un jour sera aussi peut-être, je dis bien peut-être, sous contrôle chinois. Et vous avez effectivement aujourd'hui cette organisation qui regroupe les trois principales puissances militaires en Asie, que sont la Chine, l'Inde et la Russie, bien évidemment. Et puis, vous l'avez dit, les deux principales puissances émergentes de la région et par ailleurs deux géants démographiques. Il faut savoir que l'Inde et la Chine, mis bout à bout, c'est environ 1,9 milliard d'individus. Donc, c'est dire quand même le poids de ce groupe qui est représenté par ces deux pays. Et effectivement, on sait qu'au cours des derniers mois, et peut-être même plus encore des dernières semaines, les tensions se sont accumulées entre, d'une part, Pékin et Washington, et d'autre part, et c'est plus intéressant peut-être encore,
entre New Delhi et Washington. On sent que l'Inde s'agace de plus en plus des pressions qui sont exercées par les États-Unis et derrière les États-Unis, bien évidemment, les pays occidentaux, notamment quant à son rôle dans la guerre en Ukraine. L'Inde refuse de sanctionner la Russie. L'Inde considère la Russie comme un partenaire, continue de travailler avec la Russie et ne veut à aucun moment soutenir l'effort de guerre occidental contre la Russie en Ukraine. Et cela a créé de très vives tensions. Et l'Inde, aujourd'hui, semble s'émanciper de l'Occident en se tournant davantage vers ses partenaires asiatiques, la Chine en premier plan. Donc c'est effectivement un événement majeur auquel nous assistons. Quand vous avez 25 ou 26 pays, il n'est pas surprenant qu'il y ait aussi des intérêts contradictoires. Et puis, il y a un sommet comme celui des 2 derniers jours qui offre une plateforme, un lieu, pour que ces différentes parties puissent se réunir rapidement, de sorte que les discussions entre deux puissent ensuite être élargies à leur cercle. Et c'est ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Je crois par exemple que l'Arménie a été entraînée là-dedans, probablement par les Indiens ou par Xi. Comme vous le savez peut-être, M. Macron, la France, a fait de son mieux pour ruiner les relations entre la Russie et l'Arménie. Et ce que vous avez eu, et ce qui a été montré à la télévision russe hier, c'est les deux, Poutine et Pachinian, assis l'un à côté de l'autre. Et Pachinian a dit « Oh oui, Vladimir Vladimirovitch, tu es mon bon ami ». Et bien sûr, cela a été repris avec enthousiasme par les commentateurs russes. Mais il y a ces petits détails, et ils révèlent une partie de ce qui est visible. Ils montrent qu'il se passe beaucoup de choses qui restent invisibles. Mais pour revenir à la question de l'Inde et à ce que représente l'OCS, car il y a beaucoup de confusion dans le grand public, en quoi cela diffère-t-il des BRICS? Eh bien, les BRICS sont une organisation mondiale, et parmi ses membres fondateurs figurent des pays clés comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, qui ne s'intéressent pas particulièrement aux questions qui préoccupent la Russie et la Chine, par exemple. Et ils freinent les progrès dans l'intégration des BRICS parce qu'ils ont leurs propres préoccupations concernant leurs relations avec les États-Unis et la question de savoir s'ils ne vont pas trop loin contre les États-Unis, et ainsi de suite. L'Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS, comme l'appellent les Russes, a été fondée il y a environ 30 ans et avait pour mission d'apporter la sécurité à cette région d'Asie de l'Est. Elle a été créée principalement par la Russie et la Chine, d'abord pour modérer leur concurrence pour les pays d'Asie centrale, et aussi pour que les deux puissent coordonner leurs actions afin de tenir les États-Unis et d'autres intrus à l'écart de la région. Le style nuancé et feutré de la Russie, bon, on repassera, parce qu'il y a des propos aussi qui sont quand même assez particuliers, mais vous avez tout à fait raison en ce qui concerne la Chine et dans une moindre mesure l'Inde. Ce sont des pays qui, effectivement, se montrent peut-être moins vindicatifs, disons-le ainsi, vis-à-vis de leurs partenaires. Et on les sent, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, davantage en retrait, observateurs, à la recherche aussi de compromis et de la paix. Il faut savoir que l'Inde et la Chine ont, à plusieurs reprises, l'un et l'autre, proposé leurs services pour un dialogue qui permette de mettre un terme à ce conflit. Et donc, il y a un contraste assez saisissant, effectivement, avec l'Occident et en particulier les États-Unis et le président américain actuel, qui multiplient les bravades, les déclarations un petit peu à l'emporte-pièce, parfois, disons-le, et cela a pour effet d'agacer profondément ces acteurs asiatiques qui se montrent effectivement beaucoup plus prudents sur la scène internationale. Mais je tiens à signaler que derrière cette prudence que l'on retrouve dans le style, et vous avez raison d'évoquer le style, d'ailleurs le style entre l'Inde et la Chine n'est pas le même, la Russie a son propre style bien évidemment, mais il y a une différence fondamentale dans le style avec les pays occidentaux. Mais au-delà du style, il faut noter que ces pays font des gains stratégiques tout à fait considérables. Et d'une certaine manière, les déboires
que connaît actuellement le monde occidental, avec une perte de leadership américain et une grande difficulté pour les partenaires européens notamment, mais pas que. On peut aussi mentionner des partenaires asiatiques comme la Corée du Sud, comme le Japon. Le désarroi de ces partenaires de Washington est de manière très habile exploité par ces puissances émergentes, au premier rang desquelles la Chine et l'Inde. Et donc on voit que, d'une certaine manière, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et donc il y a dans le style, dans la méthode, quelque chose qui effectivement contraste avec le côté parfois brutal qui est véhiculé par Donald Trump. Mais dans les intentions, on voit cependant qu'il y a une vraie affirmation de puissance et elle est aujourd'hui décomplexée. Stéphane, M. Trump fait des interventions fréquentes, nombreuses, se rend visible, de telle sorte que quelques journées moins visibles, il en fallait pas plus pour partir la machine à rumeurs qui était mais c'est débile. N'importe quoi entre très malade et peut-être mort. Et mort avec des gens qui présumaient qu'on avait caché sa mort et qu'on était peut-être passé, si on allait le revoir, du clown Trump au clone Trump, que c'était pas lui vraiment, un peu comme il y aurait des clones de Vladimir Poutine ou des clones à l'époque de Joseph Staline. On est évidemment dans les images de totalitarisme. La semaine dernière, Trump qui avait fait un record absolu, 3h16 en direct à la télévision pour la réunion de son cabinet. On se demande si ces gens-là travaillent parce qu'il y a eu des caméras pendant 3h16. Puis après ça, tombé de rideau, il disparaît comme il ne l'avait pas beaucoup fait depuis le début de sa présidence. Non, il disparaît pas souvent. Non, il a l'habitude de saturer l'espace public. Puis disparition qui est aussi coïncide avec des questions qui sont posées sur sa santé, particulièrement cette tache sur la main. Oui, sa main. Il y a vraiment une ecchymose très, très grosse, là. C'est une ecchymose qui a fait donc partir la machine à spéculation. Est-ce que c'est quelque chose de grave? On avait dit cet été qu'il y avait des soucis de circulation avec, disait-on, une cheville enflée. Alors, ces détracteurs disent que c'est pas juste la cheville qui l'a d'enflé, mais une cheville enflée. La Maison-Blanche avait dit, écoutez, on est hyper transparent, on dit tout ce qu'on a à dire. Il faut voir que dans l'histoire américaine, des présidents qui étaient malades sans qu'on le sache, il y en a eu plein. La dernière présidence en date où on a caché les choses, c'est évidemment Biden et le président Trump s'était pas gêné pour le montrer du doigt puis dire attention, il y a un problème, il y a un problème. Fait, évidemment, on peut appliquer la même médecine à son endroit aujourd'hui, mais tu sais, Grover Cleveland qui s'était fait enlever une tumeur à la mâchoire et qui était disparu des écrans radars à une époque, évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais jamais la vérité n'a été dite, sinon que 24 ans après sa mort, on disait que c'était fait enlever une molaire. Le président Wilson, après la Première Guerre mondiale, qui était paralysé, plus capable de parler, et dont la femme a pas mal été le boss pendant les 17 derniers mois de sa présidence. Donc, ça serait pas nouveau, mais je pense qu'on en mais est là, pas tout hier à fait après-midi, il avait pas l'air mourant, là. Il n'a pas l'air d'un mourant. Il est revenu en disant, évidemment, quelle est l'expression? Fake news. C'était des fake news. Il était là pour, tous azimuts, faire des déclarations comme il en fait normalement tous les jours. Et s'inquiéter un peu de ce qui se passait à Pékin et en Chine. Il n'a pas du tout aimé cette idée d'un rapprochement au sommet entre Kim Jong-un, Vladimir Poutine et Xi Jinping, même si, on le sait, ce sont des gens qui se parlent, il y a toujours eu des contacts. Il disait, on a encore l'armée la plus puissante au monde. Il parlait d'un complot qui se fait un peu dans le dos des États-Unis. Peut-être qu'il aura à se poser des questions sur sa politique, sur la qualité de sa relation de confiance avec Vladimir Poutine. Puis je termine en disant que on n'en a pas beaucoup parlé, mais les Russes et les Chinois sont entendus sur le développement d'un énorme pipeline qui va permettre à la Russie d'exporter plus que les Russes en envoyaient en Europe avec Nord Stream vers la Chine. C'est un projet qui avait été suspendu et apparemment c'est plein gaz, c'est le cas de dire, c'est Gazprom qui est derrière ça, mais ça compte parce que toutes les tentatives pour étrangler l'économie russe, je dirais pas qu'elles sont vaines, mais on voit qu'il y a des fuites et que les Russes arrivent à trouver des solutions. It's sort of crazy, but last week I did numerous news conferences, all successful. They went very well, like this is going very well. And then I didn't do any for 2 days, and they said, there must be something wrong with him. Biden wouldn't do them for months. You wouldn't see him. And nobody ever said there was ever anything wrong with him, and we know he wasn't in the greatest of shape. No, I heard that. I get reports. Now, you knew I did an interview that lasted for about an hour and a half with somebody, and everybody saw that was on one of your competitors.
I did numerous shows and also did a number of truths, long truths, and I think pretty poignant truths. No, I was very active over the weekend. They also knew I went out to visit some people at the club that I own, pretty nearby on the Potomac River. And no, I've been very active actually over the weekend. I didn't hear that one. That's pretty serious stuff. Well, it's fake news. You know, it's just it's so fake. That's why the media has so little credibility. I knew they were saying, like, is he okay? How's he feeling? What's wrong? I said, I just left. And it's also sort of a longer weekend, you know, it's Labor Day weekend. So I would say a lot of people know I was very active this Labor Day. I had heard that, but I didn't hear it to that extent. On se souvient, nous, d'un contraste. C'était il y a un mois avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Antonio Costa, qui ont été accueillis à la sortie de l'aéroport de Pékin avec un bus qui les attendait, avec, on va dire, une absence de réception. J'allais dire une réception froide, mais il y avait carrément une absence de réception. Et on voit... Par exemple, le tapis rouge qui est déroulé avec le Premier ministre indien ou encore Vladimir Poutine, c'est aussi le contraste qui résume un peu l'approche chinoise à l'endroit d'un côté des Européens, voire des Occidentaux, et d'un autre côté de ses partenaires asiatiques. Alors c'est vrai que le cas de Madame von der Leyen est assez particulier dans sa relation avec la Chine, puisqu'elle n'a jamais caché ses réticences vis-à-vis de Pékin, et la Chine le lui rend bien. Et on se souvient, vous mentionnez effectivement la dernière rencontre où elle a été traitée de manière assez peu diplomatique, disons-le clairement, mais il y a eu des précédents, et notamment la dernière visite d'Emmanuel Macron, c'était il y a maintenant un peu moins de 2 ans, en Chine. Il était accompagné de Madame von der Leyen, et il est tout à fait intéressant de voir que le président français avait été accueilli de manière extrêmement officielle, avec tous les égards dus à son rang de chef d'État, alors que Madame von der Leyen était presque vue comme une sorte d'adjointe du président français. Donc c'est dire quand même l'attention que les Chinois portent à Madame von der Leyen, et peut-être que ces prises de position ils sont aussi pour quelque chose. Mais effectivement, le contraste, il est saisissant, et il est à certains égards inquiétant, puisque parler d'une forme de désoccidentalisation et de l'émergence d'autres acteurs, c'est un petit peu aujourd'hui dire des réalités que tout le monde observe. Donc il n'y a en cela rien de particulier. Ça fait partie des nouveaux équilibres qui sont en train de se dessiner, et je dirais que c'est forme de sens de l'histoire. Voilà, les choses sont ainsi, et il faut l'accepter. En revanche, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est effectivement les tensions que cela peut orchestrer, à la fois dans la résistance que peuvent manifester les puissances occidentales, et puis dans un traitement qui serait un petit peu plus arrogant, on peut le dire dans le cas chinois et à certains égards dans le cas indien, à l'égard de pays qui sont aujourd'hui beaucoup moins pris au sérieux. Et ça, c'est inquiétant. Et puis, je termine simplement sur un point qui me semble important aussi. Vous parlez de Madame von der Leyen qui est mal reçue à Pékin. Le problème aujourd'hui pour les dirigeants européens et pour l'Union européenne même dans son ensemble, c'est qu'elle est mal accueillie partout. On se souvient aussi, il y a seulement quelques jours, de la visite d'une délégation européenne avec d'ailleurs Madame von der Leyen, Emmanuel Macron, le chancelier allemand Merz et d'autres à Washington, et le traitement que leur a infligé le président Donald Trump. Donc on voit qu'en fait, l'Europe n'est plus tout à fait respectée par ces autres acteurs. En tant qu'Européen, je ne peux évidemment que le déplorer, mais il y a effectivement ces réalités vis-à-vis de la Chine. Elles existent aussi vis-à-vis de l'Inde, elles existent également vis-à-vis des États-Unis, et puis le cas de la Russie est évidemment d'une autre nature. Hier, les marchés boursiers étaient nerveux, notamment à cause de ça. Cette menace, évidemment, des pays comme les États-Unis, la France, qui ont des niveaux d'endettement incroyables. L'Angleterre, Mario. L'Angleterre, qu'il faut ajouter. 82-83% sur les obligations long terme. Ça a l'air d'être du chinois quand on parle comme ça. Mais c'est donc dire que quand l'Angleterre veut emprunter sur les marchés pour financer des dépenses et ou sa dette, elle doit payer 5,82%. C'est pas mal de bidou, ça, comparativement, par exemple, à l'Allemagne qui emprunte en dessous de 3%. La France a à peu près rattrapé l'Italie. L'Italie qui était considérée comme le mauvais élève de l'Europe. Le spread, c'est l'écart
l'écart entre ce que paient les Français, l'économie française, et l'Italie s'est beaucoup rétréci. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème de finances publiques. Et là, hier, discrètement, silencieusement, on ne parle pas de ça, c'est des affaires qui, souvent, comme je le dis, passent sous l'écran radar. Partout dans le monde, il y a eu une hausse des taux longs. Le Japon, qui a eu une dette stratosphérique, avec une différence, ce sont des Japonais qui sont pour l'essentiel détenteurs de leur dette. Donc, ils sont moins vulnérables, disons, au rhume de leurs détenteurs d'actions. C'est eux qui contrôlent cette grippe qu'ils ont, parce que ça ressemble à une grippe, et sinon davantage, c'est peut-être bientôt une pneumonie. Mais là, les taux longs se sont mis à augmenter. Ça veut donc dire que le coût total de cette dette énorme pour la refinancer va augmenter. En Angleterre, c'est aujourd'hui supérieur à ce que fait tomber le gouvernement de Liz Truss en septembre 2022, si ma mémoire est bonne, alors qu'elle avait essayé de diminuer les impôts et d'emprunter pour faire ça. Est-ce que j'ai rencontré dans ma vie politique, et en particulier lorsque j'étais au gouvernement, des ingérences étrangères? Oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelle les États-Unis. Je ne porte pas de jugement. Je dis, votre commission travaille sur les ingérences étrangères. Je vous dis que, par exemple, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA. On l'a su lorsque des documents des services secrets américains ont fuité, et tout le monde s'est fixé sur le fait que la NSA écoutait Mme Merkel, mais enfin, elle écoutait aussi l'ensemble des membres du gouvernement français et sans doute des autres pays européens. D'ailleurs, une pratique assez généralisée parmi les grandes puissances. Mais il y a une ingérence américaine qui me pose problème et que je considère comme la plus sérieuse quant à ses conséquences sur la vie économique de notre pays, c'est le principe d'exterritorialité de la justice américaine qui permet à la justice américaine et souvent à l'administration américaine d'intervenir au mépris, de mon point de vue, des principes du droit international dans les affaires des entreprises européennes. En train de contourner François Bayrou. Non, mais c'est pas grave de contourner François Bayrou. C'est un retour à la niche pour les socialistes, puisque Emmanuel Macron, faut-il le rappeler, était conseiller, puis secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie de François Hollande, avec les grands succès que l'on connaît et qui était, il faut bien dire, le début de la fin pour l'économie française et les finances publiques, puisque la dégradation des finances publiques, si vous retirez les gros cadeaux que faisait la Banque Centrale Européenne à la France avec des taux négatifs, en tout cas des taux très faibles, n'a jamais en fait su gérer les finances publiques. Donc tout ça est un peu triste. Et surtout, écoutez, nous sommes dans la constitution du général de Gaulle. Donc le parti politique qui a fait, avec Madame Hidalgo, que tout le monde a oublié sans doute, 1% à la présidentielle, devrait donc avoir les rênes du pays. Donc il y a un moment, moi je veux bien qu'on contourne, non pas François Bayrou, mais en tout cas on ne contournera pas la démocratie et on ne peut pas confier des responsabilités à des gens qui ont fait 1%, après avoir confié avec M. Barnier et les LR, le parti à des gens qui avaient fait 4%, c'est-à-dire qu'à eux deux, ils ne faisaient même pas 5% des voix quand même. Est-ce qu'on se rend compte de la situation où on est quand même dans l'irrespect de la démocratie? Notre Premier ministre favori, qui est en ce moment en train de décrire, enfin plutôt j'ai l'impression que c'est une mise en scène pour partir, qui là aussi, si vous avez suivi ce qu'il a dit hier, il y a eu un passage extraordinaire. Il dit, l'Union européenne, on est toujours gagnant. On est gagnant. On a donné 27 milliards et l'Union européenne nous a rendu 32. Alors moi, je me suis dit, j'ai rien compris. J'ai appelé Julien Sanchez, qui est notre spécialiste des finances. J'ai appelé les 2 administrateurs. J'ai dit, attendez, là, je comprends pas. Parce qu'en réalité, habituellement, on donne aux alentours de 25, pour simplifier. Et selon les années, on a, j'allais dire, on reçoit 7 à 8 milliards de moins. Une année, ça a même été 10 milliards. Et donc, en réalité, je me dis, mais comment Bayrou peut arriver à nous expliquer qu'on a touché 32 milliards? Et alors, vous savez, quand j'étais jeune, on disait, on mélange les carottes et les navets. Ben, c'est très simple. Finalement, on a compris qu'est-ce qu'il avait fait. L'Union européenne nous rend de notre contribution, à chaque fois on le dit, à peu près 9 milliards à 10 milliards pour la politique agricole commune. Et c'est le point très positif pour les Français. Mais comment il est arrivé de 25 milliards qu'on a donné, ou 27, à 32 qu'on reçoit? Eh bien, c'est très simple. Il a rajouté le fameux plan Covid
Alors maintenant, il ne faut plus l'appeler plan Covid, il faut l'appeler Next Generation EU. On parle anglais à Bruxelles, vous le savez. Ça fait plus sérieux. Et donc, en réalité, il a rajouté sur cette année ce qu'on touche de ce plan post-Covid et ce que l'Union européenne nous rend. Sauf que c'est deux choses totalement différentes. Et je vous rappelle que le fameux plan Covid, eh bien, il va falloir commencer bientôt à le rembourser. À partir de 2028. Ça tombe bien, c'est juste au moment où Macron part. Alors, soyons honnêtes, c'est pas sa faute. Ça a été négocié au niveau Europe et donc heureusement on ne fait pas encore l'agenda des remboursements de prêts en fonction du calendrier de M. Macron. Mais à partir de 2028, je ne cesse de le rappeler, on devra rembourser ce fameux plan Covid. On avait touché 40 milliards, on aura touché 40 milliards si tout marche bien. Et selon le Sénat, c'est pas le Rassemblement national ou un autre parti. Selon la commission des finances du Sénat, ce plan nous coûtera entre 75 et 80 milliards à rembourser. Voilà. Et donc, là aussi, M. Bayrou est intelligent. Il ment sciemment pour, une fois de plus, rappeler qu'avec l'Union européenne, on est toujours gagnant. Non, M. Bayrou. Avec l'Union européenne, la France est ce qu'on appelle un contributeur net, c'est-à-dire qu'on donne, selon les années, 8 à 10 milliards de plus que ce qu'on reçoit en retour. Vous savez, l'Union européenne, je ne sais plus qui avait résumé cette formule, mais je la trouve géniale, c'est donne-moi 10, je t'en rends 8, et je te dirai en plus où tu dois les dépenser. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on nous rend une partie de ce qu'on donne, mais aux conditions de l'Union européenne et là où l'Union européenne veut qu'on les dépense. Dans le privé, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes restent abyssaux, plus de 22% en moyenne. Alors on accuse souvent les entreprises d'en être les seules responsables, mais une étude américaine nous apprend ce matin que ce ne sont pas précisément les seuls responsables. C'est vrai, c'est un professeur d'économie de l'université américaine de Wharton. Elle s'appelle Caroline Lowe, qui s'est intéressée à la question suivante. Pourquoi le salaire des femmes ne progresse-t-il plus après la maternité, même longtemps après là où les naissances? Alors elle a enquêté, collecté un certain nombre de chiffres, puis elle en a fait un livre qui est sorti la semaine dernière, Having It All, c'est passionnant. Et alors qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce qu'on y découvre ? Bien sûr, les entreprises ont une part de responsabilité. Toutes les études montrent qu'elles offrent davantage de promotion aux hommes qu'aux femmes, qu'elles aient ou non des enfants, alors qu'en général, leur niveau de formation est souvent supérieur. Et c'est souvent à cause de la crainte du congé de maternité. Mais le reste de l'histoire se joue au sein des couples, parce que les individus sont rationnels. Ils ont donc intégré le biais du marché du travail au détriment des femmes. Donc, ils misent sur le cheval qui court le plus vite, l'homme. Autrement dit, dès qu'il apparaît la nécessité de libérer du temps pour la famille, c'est la femme qui prend le temps partiel, pour que soit préservée la principale source de revenus du foyer. Le biais se prolonge donc au sein de la famille. Bon, pour dire vrai, il y a aussi une explication moins honorable. Oula, je sens que le cheval qui court le plus vite, autrement dit l'homme, va en prendre pour son grade, là. Alors figurez-vous, ce chiffre est sidérant. Mais le temps passé aux activités ménagères des hommes n'a quasiment pas varié depuis 1976. En réalité, ça s'est monté un petit peu jusqu'en 85. Depuis 85, calme plat. Bon, ça explique la surcharge féminine qui se traduit par des heures de présence moindres au travail. Ce qui, sinon légitime, du moins explique la prévention des employeurs, lesquels prévention conduisent les couples à choisir la carrière de l'homme. C'est un cercle vicieux. Bon, une fois qu'on a posé le diagnostic, qu'est-ce qu'elles pourraient faire, les entreprises ? Il y a deux choses. D'abord, augmenter systématiquement ou promouvoir les femmes au retour du congé de maternité. Certaines entreprises en ont fait une politique. Et puis, essentiel, organiser le temps de travail des jeunes mères avec des horaires fixes. Le grand stress de ces femmes, c'est le travail imprévu en fin de journée qui va déstabiliser toute l'organisation pour récupérer les enfants. Les femmes avec les enfants de moins de 4 ans se disent ainsi prêtes à gagner jusqu'à 40% de moins pour éviter un poste aux horaires aléatoires. Bon, mais est-ce que c'est la même situation, François, dans tous les pays ? Non, en fait, il y a de fortes différences. Dans le taux d'activité des mères, en France, dans les 10 ans qui suivent une naissance, les femmes ont un taux d'activité en moyenne
inférieur de 25% à celui des hommes. Dans les 10 ans. Ouais, c'est énorme. Hein. Ouais. En Allemagne, et c'est le pire pays en Europe, cet écart est de près de 50%. Et c'est en Suède que le chiffre est le plus bas, à 9%. Si on considère le monde maintenant, c'est en Afrique où l'écart est le plus faible entre les hommes et les femmes. Même taux d'activité, pour de mauvaises raisons, les femmes ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.